Pouvez-vous la prendre à ma place? Demanda la petite fille. L'éleveur ne dit rien, puis les prit toutes les deux. Texas, 1870, marché aux bestiaux de la frontière. Le soleil, au zénith, était une cloque ardente qui cuisait la poussière en une fine poudre, s'accrochant à chaque respiration. Les enclos de bois grinçaient sous le poids du bétail, des porcs et, plus loin, dans la frange ombragée du marché, des gens. C'étaient des femmes, la plupart immigrantes, les poignets et les chevilles liées, certaines trop faibles pour se tenir assises. Leurs robes étaient en haillons, leurs visages creusés par la chaleur et la faim. Personne n'enchérissait pour elles, plus maintenant. Celles qui restaient trop longtemps dans les enclos à esclaves étaient jugées invendables, le genre de marchandises que les trafiquants éliminaient à la nuit tombée. Beau Ryland passa devant elle sans ralentir. Il portait un chapeau à larges bords, bas sur des cheveux assombris par le soleil, son visage ombragé, illisible. 37 ans, grand, la charpente solide, les mains calleuses et une claudication à la jambe droite, cadeau d'un cheval qui n'avait pas survécu à la même tempête qui avait emporté sa famille. Il avait enterré sa femme 5 hivers plus tôt et leur fille, Clara, 2 mois après. Depuis, Beau vivait seul, à s'occuper de son bétail et à fuir ses souvenirs. Il ne regardait pas vers les enclos. Il n'avait pas besoin qu'on lui rappelle à quel point ce monde était devenu laid. Il était seulement venu chercher un remède pour chevaux. Mais quelque chose tira sur son manteau. Une petite main, des doigts sales, des yeux bruns trop grands pour un si petit visage. Elle ne devait pas avoir plus de 4 ans. « Vous n'êtes pas obligé de me prendre, » murmura-t-elle d'une voix tremblante dans un anglais approximatif. « Prenez juste ma maman. » Beau tourna la tête. La fillette se tenait pieds nus sur la terre sèche, agrippant le pan de son manteau avec une sorte de révérence. Sa robe était déchirée, ses genoux meurtris, son visage brûlé par le soleil sous des mèches de cheveux noirs emmêlés. D'un doigt minuscule, elle pointa le côté ombragé du corral. Là, affalée contre un poteau, se trouvait une femme. La vingtaine avancée peut-être, la peau autrefois dorée, maintenant pâlie par la poussière et la fièvre. Ses poignets étaient liés par une vieille corde, à vif et saignant. Elle avait la lèvre fendue, la mâchoire contusionnée, un œil enflé et clos. Elle ne bougeait pas. « C'est elle? » demanda Beau à voix basse. La fillette hocha la tête. « Elle, et elle n'a pas mangé. Je lui ai donné tout mon pain, depuis 2 jours. » Beau s'accroupit lentement, ses genoux craquant, tandis qu'il se mettait à la hauteur des yeux de l'enfant. « Comment s'appelle-t-elle? »« Léna, » dit-elle. « C'est ma maman. Ils ont dit que si personne ne l'achète aujourd'hui, ils l'emmèneront dans un mauvais endroit. » Beau regarda de nouveau la femme, Léna, qui respirait à peine, les mains attachées au-dessus de sa tête, comme du bétail trop sauvage pour qu'on lui fasse confiance. Il vit l'enflure à son poignet, la peau fendue sur sa joue. Il vit aussi les yeux de la petite fille, un miroir de toutes les fins qu'il n'avait jamais su apaiser chez sa propre fille. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle encore, « prenez-la, juste elle. » Beau se releva. Il ne parla pas. Il marcha vers l'enclos où Léna gisait, recroquevillée dans la poussière, le dos contre le poteau éclaté, la tête penchée sur le côté. Le soleil dessinait des ombres sur sa poitrine qui se soulevaient faiblement au rythme de respiration superficielle. Un esclavagiste assis non loin de là se redressa, tapotant son genou avec une tapette à mouche. « Vous cherchez à faire un achat, monsieur? »
demanda l'homme. Sans répondre, Beau tira une bourse en cuir de son manteau et la jeta sur la table avec un bruit sourd. Des pièces d'or roulèrent. Je les prends toutes les deux, dit Beau. Les sourcils de l'esclavagiste se haussèrent. Toutes les deux? Beau fit un signe de tête vers l'enfant. La petite vient aussi. L'homme se pencha en avant, évaluant les pièces. Eh bien, vous venez de vous acheter un sacré paquet d'ennuis, cowboy. Beau baissa les yeux vers la femme inconsciente, puis vers la fillette toujours debout derrière lui. J'ai connu pire, dit-il. Il souleva doucement l'enfant, la calant contre sa hanche. Ses bras s'enroulèrent autour de son cou sans un bruit. Puis, avec la précaution qu'on prendrait pour manipuler du verre, il détacha Léna de ses cordes et la porta à travers la poussière. Pas une âme ne parla sur son passage, pas une seule. Mais quelque part dans le silence, tandis qu'il s'éloignait de l'enclos, Rosita murmura contre son col « Merci de nous avoir prises toutes les deux. » Beau ne répondit pas, mais il les serra plus fort. Le trajet jusqu'au ranch de Beau fut long et silencieux. Rosita était assise contre lui sur la selle, ses petites mains agrippées à sa chemise. Léna gisait, affalée sur la couverture de sel derrière eux, attachée sans trop serrer pour ne pas qu'elle tombe. Elle n'avait pas bougé depuis qu'il l'avait soulevée au marché. La terre de Beau se trouvait au-delà des collines, nichée dans un pli de peupliers et de terre tranquille. Personne ne venait lui rendre visite. Personne ne passait par là. C'est ainsi qu'il aimait les choses, jusqu'à aujourd'hui. Il porta Léna à l'intérieur de la maison, son poids aussi léger qu'un sac de grains. La vieille cabane sentait encore la fumée de bois et le cuir, le plancher usé par des années de pas qui ne résonnaient plus. Il n'hésita pas sur l'endroit où la déposer. La petite chambre, peinte en bleu pâle, était restée intacte depuis la mort de Clara. Ses jouets en bois reposaient toujours sur le rebord de la fenêtre. Une paire de chaussures éraflées gisait sous le lit. Et sur la table de nuit, encadrée de chaînes, il y avait une photo d'elle, souriante, un trou entre les dents, les bras autour d'un agneau. Beau allongea doucement Léna sur le lit, comme s'il craignait que la pièce ne proteste. Il étendit ses membres, remonta le couvre-lit, puis se tourna vers l'âtre. La fillette, Rosita, se tenait silencieusement dans l'embrasure de la porte, les yeux écarquillés. « Elle brûle, dit-elle doucement en se touchant le front. Beau hocha la tête. On va faire baisser ça. Il fit bouillir de l'eau sur le poêle et sortit la boîte d'écorce de sol. Il l'écrasa, la mélangea avec un peu de mélasse et demanda à Rosita de l'aider. Ensemble, ils s'y mirent. Il nettoya les coupures au poignet de Léna, les enveloppa dans un linge propre. Son épaule portait une profonde ecchymose, et la peau de son dos était marbrée par des jours passés au soleil. Il tamponna de la pommade sur ses lèvres gercées, trempa un chiffon et le pressa doucement contre sa tempe. Rosita prit le relais. Elle grimpa sur le lit, s'agenouilla à côté de sa mère et commença à lui essuyer le front, comme Beau le lui avait montré. « Maman, murmura-t-elle, maman, réveille-toi, je suis là. » Beau recula, s'appuyant contre le cadre de la porte. Il n'avait pas vu cette pièce éclairée à la bougie depuis des années. Maintenant, elle brillait à nouveau, d'efforts, de soins, du murmure silencieux de quelqu'un qui voulait vivre. Cette nuit-là, Rosita dormit en boule au pied du lit. Beau resta près de la porte, somnolent dans un fauteuil, ses bottes encore aux pieds, une main reposant sur le fusil posé en travers de ses genoux. Pendant 2 jours, Léna ne bougea pas. Le 3e matin, Beau changeait le linge sur son poignet quand il la sentit tressaillir.
Pas grand-chose, juste un frémissement des doigts, puis un grognement. Ses paupières papillonnèrent et s'ouvrirent. Elles étaient d'un brun sombre, vives, effrayées. Beau se figea. Tout va bien, dit-il doucement. Vous êtes en sécurité maintenant. Léna lutta pour s'asseoir. Une douleur fulgurante lui traversa le flanc. Elle haleta, sa main se portant à ses côtes meurtries. Ne... Beau fit un pas en avant, mais s'arrêta quand ses yeux se plantèrent dans les siens. Féroces, prêts à fuir, même depuis un lit. Où est Rosita? Lança-t-elle, la voix aussi sèche que le sable. Une petite silhouette jaillit d'un coin de la pièce. Maman! Rosita se jeta sur le lit, enlaçant le cou de Léna de ses bras. Léna suffoqua à nouveau, non de douleur cette fois, mais de soulagement. Ses bras se refermèrent sur la fillette, la serrant si fort qu'elles se mirent à trembler toutes les deux. Beau recula, leur laissant l'espace dont elles avaient besoin. Dans la cuisine, il s'assit à la table, fixant ses mains. Elles étaient entaillées et tachées de terre, faites pour les clôtures et le marquage au fer, pas pour les bandages et les louches de soupe. Mais depuis 3 jours, elles avaient fait autre chose, et dans le silence, de l'autre côté du mur, il entendit. Le sanglot d'une mère, le rire d'une fille, 2 sons qu'il n'avait pas entendus depuis des années, et bien qu'il ne le dirait jamais à voix haute, quelque chose de vieux en lui s'éveilla. Pas guéri, pas encore, mais quelque chose bougeait. Le cri déchira le silence matinal. Beau laissa tomber le seau de nourriture et sprinta vers la maison, ses bottes soulevant la poussière. Son cœur battait contre ses côtes comme un tambour de guerre. Quand il atteignit le porche, la porte d'entrée s'était déjà ouverte violemment, restant entr'ouverte comme une blessure. À l'intérieur, c'était le chaos. Léna se tenait dans la petite chambre, l'air hagard, haletante, ses cheveux en bataille sur son visage. Elle serrait une brosse à cheveux en bois dans sa main, comme une arme, levée bien haut et tremblante. Sa poitrine se soulevait sous la blouse de coton propre que Rosita l'avait aidé à enfiler ce matin-là. Ses poignets, bien que toujours marqués d'échymose, avaient retrouvé de la force et de la fureur. « Restez à l'écart !» cria-t-elle, la voix rauque, chargée d'une peur à l'état brut. « Je jure devant Dieu, si vous vous approchez de moi… » Beau se figea dans l'embrasure de la porte. Il leva lentement les 2 mains, paumes ouvertes. « Tout va bien ?» dit-il doucement. « Vous êtes en sécurité. » Mais Léna ne l'entendit pas, ou ne pouvait pas l'entendre. Son corps tout entier était secoué par une tempête qui vivait dans ses os depuis trop longtemps. Elle se jeta sur lui. La brosse s'abattit sur son épaule, encore et encore. Chaque coup n'avait pas pour but de le blesser. Il s'agissait de ne plus être impuissante. Ses mains tremblaient plus de chagrin que de rage. « Vous m'avez acheté, » sanglota-t-elle, la voix brisée. « Vous croyez que ça vous donne des droits? Que je suis à vous maintenant? Juste une autre chose sur votre propriété? » Beau ne broncha pas. Il ne se défendit pas. Il ne parla pas. Quand son souffle se brisa enfin et que son bras retomba d'épuisement, Beau croisa son regard et ne prononça qu'un seul mot. Non. Puis il tourna les talons et sortit. Léna s'effondra à genoux, serrant la brosse, les épaules secouées de sanglots. Ce n'était pas seulement la peur qui l'étreignait, c'était la honte, la confusion, le poids écrasant de ne plus savoir à qui faire confiance. Derrière la porte, une petite ombre s'agita. Rosita entra dans la pièce, pieds nus, tirant sur l'ourlet de sa chemise de nuit. Elle s'approcha prudemment de sa mère, s'agenouilla à côté d'elle et lui toucha le bras
avec une douceur qui n'appartenait pas à quelqu'un de si jeune. Il dort par terre, murmura Rosita. Il ne touche jamais. Léna cligna des yeux. Quoi? Rosita regarda vers le couloir. Il fait de la soupe, continua-t-elle, et il me brosse les cheveux, mais il dort par terre toutes les nuits près de la porte. Je le vois. Léna tourna la tête. Pour la première fois, elle remarqua la couverture pliée et l'oreiller rangé près du cadre de la porte, à moitié caché, facile à manquer. Beau n'était jamais entré dans la chambre sans frapper. Elle avait pensé que c'était parce qu'il s'en fichait. Maintenant, elle réalisait que c'était parce qu'il se souciait. Elle se leva lentement et s'assit sur le bord du lit. Son regard dériva à travers la pièce jusqu'à la petite table en bois près de la lampe à huile. Une photographie encadrée s'y trouvait, jaunie par le temps. Une petite fille aux dents de devant manquantes tenait un agneau dans ses bras, rayonnante comme le soleil. À côté, il y avait une couverture soigneusement pliée, brodée de fil vert sur le bord. Clara. Rosita grimpa à côté d'elle et posa sa tête sur ses genoux. Cette nuit-là, Beau apporta un plateau de nourriture. Léna ne parla pas, mais elle hocha la tête quand il le posa. Il ne s'attarda pas, lui rendit son signe de tête et referma doucement la porte derrière lui. Rosita murmura des histoires de chevaux et de ciel, et comment Monsieur Beau parle bizarrement, mais il chante à la clôture quand il est seul. Léna laissa échapper un rire doux et réel, le premier son de chaleur à franchir ses lèvres depuis des jours. Quand elle éteignit la lampe cette nuit-là, elle ne verrouilla pas la porte. Elle n'en ressentit pas le besoin. Le lendemain matin, la lumière inondait le rebord de la fenêtre. Léna se tenait en silence, observant Beau réparer la clôture est. Ses manches étaient retroussées, ses mains rudes, assurées. Il ne jeta pas un regard vers la maison. Aucune faim dans son regard, aucune possessivité dans sa posture. Juste un homme qui avait dit qu'il aiderait et qui continuait de le faire. Et pour la première fois depuis des années, Léna sentit quelque chose d'inattendu traverser sa poitrine. Une question, un commencement. Peut-être, juste peut-être, que tous les hommes ne venaient pas pour prendre. Le soleil était haut, brûlant au-dessus des collines, quand ils arrivèrent. 3 hommes remontaient le long chemin menant au ranch. La poussière se soulevait derrière leurs chevaux comme des fantômes à leurs trousses. En tête, un grand homme dans un cache-poussière en cuir mit pied à terre le premier, suivi de 2 autres avec des fusils en bandoulière. Leurs bottes frappèrent le sol avec un bruit lourd et assuré, comme s'ils possédaient cette terre. Beau les vit avant même qu'ils n'atteignent la clôture. Il sortit de la grange, s'essuyant les mains pleines de graisse avec un chiffon. Il ne dit rien, ne sia pas. Le grand eut un sourire narquois. « Je m'appelle Doyle. On est ici pour affaires. » Beau resta immobile. L'homme brandit un morceau de papier taché. « On est venu récupérer la marchandise. Une fille nommée Léna, propriété de Monsieur Mercado. J'ai les papiers ici. » Beau jeta un coup d'œil au parchemin, une contrefaçon grossière d'un contrat, barbouillé d'encre et d'arrogance. « Je l'ai acheté, dit Beau d'un ton neutre. « Non, dit Doyle en s'approchant. Tu as acheté du temps. Elle nous appartient. Maintenant, on n'est pas là pour chercher les ennuis. Donne-la-nous et on s'en ira. » Les yeux de Beau se tournèrent vers le porche, où les rideaux bougèrent à peine. Léna regardait. Rosita s'agrippait à ses jupes. Il se retourna vers les hommes.
Fichez le camp de mes terres. Le second homme ricana. Sinon quoi? Beau fit un autre pas en avant. Ses mains étaient vides, mais la tension dans son corps était une arme chargée. J'ai payé de l'or pour elle, dit-il. Maintenant, je paierai de mon sang s'il le faut. Doyle éclata de rire. Tu dois te prendre pour un héros. Beau ne répondit pas. D'un mouvement rapide, l'homme derrière Doyle attrapa son fusil. Mais Beau fut plus rapide. Il pivota sur la droite, actionna un levier caché derrière le poteau de la clôture. Un fusil de chasse tomba entre ses mains depuis le rail creux qu'il avait lui-même fabriqué. La détonation déchira l'air. Le second homme s'effondra en hurlant. Les deux autres se dispersèrent. Doyle dégaina et tira. Beau chancela en arrière, tandis que la balle lui déchirait le haut du bras. Le sang tacha sa chemise. Lena hurla. Rosita cria de l'intérieur de la maison, frappant à la porte. Beau tomba sur un genou, arma de nouveau le fusil et tira à leurs pieds. Doyle jura, se mettant à l'abri derrière son cheval. Le prochain te fera sauter la tête, gronda Beau. C'est tout ce qu'il fallut. Ils remontèrent en tancelle rapidement, traînant leurs blessés sur la croupe d'un cheval, et s'enfuirent vers l'horizon, la poussière dans les yeux et la mort derrière eux. Beau resta un long moment sur un genou, le sang coulant le long de sa manche. Puis la porte d'entrée s'ouvrit en grand. Lena se précipita vers lui, ses jupes traînant derrière elle, tombant à terre dans un halètement. Ses mains tremblaient, mais elle les pressa contre son bras, déchirant la chemise. « Vous saignez, murmura-t-elle. Il grogna. « Pas trop grave. »« Vous êtes un imbécile, dit-elle, des larmes striant ses joues. Vous auriez pu vous faire tuer. J'ai déjà été mort, dit-il doucement, quand j'ai perdu ma fille. Mais aujourd'hui, je suis vivant. Elle se figea. Puis, sans un mot, elle pressa un linge sur la blessure et lui banda le bras du mieux qu'elle put. Beau grimaça. Ça pique. Vous méritez pire, dit-elle, mais sa voix tremblait. Il la regarda. Vous n'aviez pas à sortir. Si, répondit-elle en croisant son regard, parce que vous n'aviez pas à vous battre pour moi. Mais vous l'avez fait. À l'intérieur, Rosita s'agrippait à l'embrasure de la porte, regardant sa mère agenouillée dans la poussière à côté de l'homme qui avait versé son sang pour elle. Et pour la première fois, les mains de Lena ne tremblèrent pas en le touchant. La cuisine sentait faiblement le sang et le linge bouilli. Beau était assis torse nu à la table en bois, son bras droit reposant sur une serviette pliée, sa poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme de respiration courte et contrôlée. La balle avait traversé de part en part, mais les dégâts qu'elle avait laissés étaient loin d'être nets. La chair autour de l'orifice d'entrée était enflée et rouge, suintant lentement à chaque mouvement. Sa mâchoire était crispée, une ligne taillée dans la pierre. La sueur perlait sur son front, mais il ne faisait aucun bruit. Lena se tenait à côté de lui, un couteau de cuisine dans une main et une bouteille de whisky à moitié vide dans l'autre. Ses doigts tremblaient légèrement, tandis qu'elle débouchait de la bouteille et en versait sur une bande de tissu, puis directement sur la plaie. L'odeur âcre emplit l'air, et le sifflement du liquide rencontrant la chair déchirée fit grogner Beau, mais il ne broncha pas. « Vous êtes sûr de vouloir faire ça? » demanda-t-il doucement, levant vers elle des yeux voilés de douleur. Lena hocha la tête. « J'ai vu pire, » dit-elle, bien que sa voix trahisse le tremblement d'un souvenir. Elle se pencha plus près, inspectant la blessure. Le sang perlait encore au bord de la plaie, épais
est sombre. Il faut que je coupe un peu, murmura-t-elle, pour nettoyer. Beau baissa les yeux vers le couteau, puis de nouveau vers elle. Ses yeux ne contenaient aucune peur, seulement de la confiance. Vous n'êtes pas obligé. Je le veux, dit Léna. Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois, aucun des deux ne se détourna. Elle déchira une bande de lin, la roula fermement et la pressa entre ses dents. Mordez, ordonna-t-elle doucement. Beau obéit. Ses mains planèrent un instant, puis elle abaissa la lame. Le tranchant effleura la chair. Le corps entier de Beau se tendit. Un grognement gronda dans sa gorge, étouffé par le tissu, mais il resta immobile. Il ne sursauta pas, ne recula pas. Les mains de Léna se déplaçaient avec une précision rapide. Ses paumes étaient moites de sueur, mais ses gestes étaient sûrs. Elle coupa les tissus abîmés, tamponna avec le linge imbibé de whisky, pressa une gaze propre contre l'orifice de sortie. Ses doigts travaillaient avec une urgence tranquille, non pas guidés par la peur, mais par le soin. Quand ce fut terminé, elle pansa la blessure avec le reste de la gaze, la nouant fermement avec des nœuds assurés et experts. Son souffle était court. Le linge dans ses mains était imbibé de rouge. Beau se renversa sur sa chaise, les yeux fermés, la poitrine luisante de sueur. Il cracha le tissu dans la bassine et expira lentement. « Vous avez déjà fait ça ?» murmura-t-il. Léna s'essuyait les mains quand elle répondit. « J'avais un frère, dit-elle. À Sonora, il se cassait toujours quelque chose. Des os, la plupart du temps. Il se battait avec des garçons qui faisaient 2 fois sa taille. Je le rafistolais. » Beau ouvrit les yeux. Le silence s'installa, mais il était différent cette fois. Ce n'était pas un silence froid ou tendu, juste un silence. Léna se retourna et son regard tomba sur la photo posée sur le manteau de la cheminée, la même qu'elle avait déjà remarquée. La petite fille aux boucles soyeuses, un agneau sur les genoux. Elle ressemblait à Rosita, dit-elle. Beau hocha la tête. Elle s'appelait June. Que s'est-il passé? La fièvre, répondit-il simplement. Elle l'a emportée en 3 jours. Le regard de Léna s'adoucit. Et votre femme? Borton est parti 1 mois plus tard, dit-il. Elle ne supportait pas de vivre dans une maison où sa voix ne résonnait plus. Léna déglutit. Ses yeux se posèrent sur la table, sur l'espace vide entre eux. Lentement, sa main s'y reposa, ouverte, sans rien chercher, attendant simplement. Elle a eu de la chance, dit-elle. Beau fronça légèrement les sourcils. Qu'est-ce que vous voulez dire? D'être aimé ainsi. Il resta silencieux un long moment. Puis, avec un soin délibéré, Beau tendit la main et posa la sienne sur celle de Léna. Ses doigts étaient rudes et calleux. Les siens étaient plus fins, usés par le labeur, par les chaînes. Mais elle s'emboîtait parfaitement. Elle ne retira pas sa main. Au lieu de ça, elle plongea son regard dans le sien. Et pour la première fois depuis qu'elle avait été enchaînée, depuis la cage, depuis le bloc d'enchères, Léna ne sentit pas le poids du regard d'un homme comme une chose à craindre. Elle le sentit comme quelque chose de doux, d'humain, quelque chose auquel elle voulait répondre. « Vous devriez vous reposer, » murmura-t-elle, son pouce effleurant ses jointures. Mais elle ne bougea pas, et lui non plus. Ils restèrent simplement là, meurtris, abîmés, et recousus non par le devoir, mais par le choix, par quelque chose de plus fort que la survie, par le début de la confiance. Le soleil de fin d'après-midi étendait ses doigts dorés sur les plaines du Texas, peignant l'herbe de teintes de miel et de rouille. Beau
marchait à côté de la petite jument tachetée, tandis que Rosita rebondissait sur la selle, ses petites jambes atteignant à peine les étriers qu'il avait ajustés juste pour elle. Le cheval avançait lentement, doux comme la brise, ses sabots produisant des bruits sourds sur la terre sèche. Doucement, maintenant, dit Beau. Garde les mains stables. Rosita gloussa, ses doigts agrippant les rênes comme si c'était le travail le plus important du monde. Comme ça? Exactement comme ça, acquiesça Beau, une main légèrement posée sur le flanc de la jument, l'autre prête à rattraper Rosita si elle glissait. Tu te débrouilles mieux que la plupart des adultes. Le visage de Rosita s'illumina de fierté. Ses joues étaient rougies par le vent, ses cheveux s'échappaient en mèches folles autour de ses tempes. Elle baissa les yeux vers lui, son sourire toujours aussi large, puis se tut. Quelque chose dans son regard changea. Elle se pencha en avant et enroula ses bras autour du cou de Beau. Il la rattrapa par réflexe, la soulevant de la selle. Elle se blottit contre sa poitrine, ses petites mains s'agrippant à sa chemise. Puis elle murmura « Je peux t'appeler papa maintenant ?» Le souffle de Beau se coupa. Il se figea, ses bras se resserrant autour d'elle. La plaine devint silencieuse. La brise s'arrêta. L'herbe resta immobile. Même la jument tourna la tête, comme si elle attendait sa réponse. Mais Beau ne dit rien. Sa gorge le brûlait. Sa poitrine lui faisait mal dans ce coin le plus profond qu'il croyait engourdi depuis longtemps. Alors il la serra simplement contre lui, la serra comme si la question n'avait pas besoin de mots, la serra comme si la réponse avait toujours été oui. Depuis le bord de la clôture, Léna regardait. Elle était sortie avec un panier de pommes fraîches, prête à les appeler pour le souper. Mais elle s'arrêta en voyant Beau soulever Rosita du cheval, les bras de la fillette enroulés autour de son cou. Puis elle l'entendit, la voix de sa fille, petite et pleine d'espoir. « Je peux t'appeler papa, maintenant ?» Léna retint sa respiration. Et quand elle vit le silence de Beau, la façon dont il se contentait de serrer Rosita contre lui, le visage enfoui dans ses boucles sauvages, Léna sentit quelque chose bouger en elle. Quelque chose se briser et quelque chose guérir. Les pommes tombèrent de ses mains, oubliées dans l'herbe. Elle s'affaissa sur le sol, ses genoux se dérobant sous elle, ses paumes s'enfonçant dans la terre. Des larmes montèrent à ses yeux, chaudes et silencieuses, coulant sur ses joues. Elle pleurait pour toutes les nuits où Rosita avait dormi dans la peur, pour tous les matins où elle s'était réveillée sans sécurité, pour les mois où Léna avait craint qu'aucun homme ne puisse être digne de confiance. Et maintenant, il y avait cet homme, usé, buriné, silencieux, portant sa fille comme si elle était faite de verre et d'or. Léna rit à travers ses larmes et pleura encore plus. Cette nuit-là, bien après que Rosita se fut endormie, blottie dans la courte pointe que Beau avait ramenée de la ville, Léna se tenait sur le seuil de sa chambre. Il était assis près de la fenêtre, une lanterne jetant des lueurs vacillantes sur son visage, le bandage sur son épaule fraîchement changé. Elle entra sans frapper, sa voix douce. Elle a demandé à t'appeler papa. Beau se tourna lentement. Il avait l'air fatigué, mais pas de douleur. Vraiment? Dit-il. J'ai entendu, acquiesça Léna. Le silence s'installa entre eux, mais pas ce silence dur, pas celui qu'ils utilisaient pour survivre. Celui-ci était doux, patient. Elle n'avait jamais appelé personne comme ça avant, murmura Léna. Beau hocha de nouveau la tête, sa main reposant sur le bras du fauteuil. Je ne savais pas quoi dire.
Tu n'en as pas eu besoin, dit-elle, la voix brisée. Elle s'approcha, s'agenouilla à côté de lui. Tu l'as ramené à la vie, dit-elle. Beau la regarda. Sa main trouva la sienne. Et moi aussi, ajouta-t-elle, dans un souffle à peine audible. Il ne parla pas. Il se contenta de porter sa main à ses lèvres et d'embrasser le bout de ses doigts comme s'ils étaient sacrés. Le soleil était bas sur l'horizon du Texas, chaud et doré, étirant les ombres sur le champ de lupins que Beau avait planté il y a longtemps sans raison, jusqu'à maintenant. Le vent murmurait doucement dans les herbes hautes, transportant l'odeur du printemps et de quelque chose de nouveau. Au bord du champ, Beau se tenait près de la vieille forge, les manches retroussées, les yeux fixés sur le petit anneau de laiton qui refroidissait dans sa paume. Il l'avait fabriqué à partir du percuteur du revolver qui avait autrefois sauvé la vie de Léna. Il était brut, imparfait, mais honnête et solide, tout comme la femme pour qui il l'avait fait. Quand il retourna à la cabane, Léna était dehors, brossant les cheveux de Rosita. Sa robe blanche flottait dans la brise, simple et douce. Les manches étaient légèrement inégales. L'ourlet était cousu à la main avec effort, non avec élégance, et pourtant elle lui allait mieux que n'importe quelle soie. Elle se tourna en le voyant, et, un instant, son souffle se coupa. Beau s'approcha lentement. Pas de foule, pas encore de prêtres, juste eux trois, debout dans un monde auquel ils avaient survécu. Il ne s'agenouilla pas, il ne parla pas longtemps. Il tendit simplement l'anneau dans sa main calleuse et dit, la voix basse et stable, « J'avais tout perdu. » Il marqua une pause sans la quitter des yeux. « Mais vous, Rosita et toi, vous m'avez donné une raison de vivre. » La main de Léna trembla en prenant l'anneau. Ses doigts effleurèrent les siens. Elle baissa les yeux sur le laiton, puis sur son poignet où la cicatrice de la corde marquait encore faiblement sa peau. Puis elle releva la tête et acquiesça. « Oui. » En fin d'après-midi, le champ était jonché de pétales. Vous n'avez rien demandé à la ville, mais mademoiselle Alberta, la vieille couturière, était venue quand même avec un bouquet de fleurs sauvages et 2 robes, une pour la mariée, une pour la demoiselle d'honneur. Quelques voisins se tenaient à une distance respectueuse. Même le shérif toucha son chapeau quand il croisa le regard de Beau et décida qu'il valait mieux rester silencieux. Rosita gambadait devant, éparpillant des pétales d'un panier presque aussi grand qu'elle. Ses boucles rebondissaient et sa joie remplissait l'air comme une musique. Léna marchait lentement derrière sa fille, tenant un bouquet de fleurs des prairies lié avec de la ficelle. Sa robe captait le soleil. Ses yeux étaient brillants, ses mains stables. La cicatrice sur son poignet était visible, tout comme celle sur sa clavicule, mais elle ne les cachait pas, et personne n'osait détourner le regard, car il n'y a aucune honte à survivre, et elle en était la preuve vivante. Devant l'autel, qui n'était que 2 caisses et un drap de lin, Beau attendait, impeccable dans une chemise boutonnée, le col encore raide. Ses cheveux étaient peignés pour la première fois depuis des semaines. Mais c'étaient ses yeux qui semblaient différents, plus doux, éclairés de l'intérieur. Quand Léna l'atteignit, elle murmura « Je n'aurais jamais cru porter du blanc à nouveau. » Beau secoua la tête. « Tu l'as bien mérité, » dit-il. Le prêtre prononça ces paroles. Beau et Léna prononcèrent les leurs. Le baiser fut simple, doux et lent, 2 êtres brisés enfin réunis. Quand ils se retournèrent pour remonter le chemin parsemé de pétales, Rosita courut vers eux
et leur prit les deux mains. Maintenant, on est trois, dit-elle, rayonnante. Beau regarda Léna, et Léna, la tête haute, le cœur plein, sourit à travers ses larmes. Oui, mi amor, dit-elle, on est trois. Les jours qui suivirent le mariage furent lents, calmes et pleins d'un souffle nouveau. Léna commençait ses matinées dans la cuisine. Elle brûla les œufs 2 fois cette première semaine. Mais Beau mangea chaque bouchée sans se plaindre. Rosita aidait à écraser les haricots, ses petites mains fières à chaque tour de cuillère. Le soir, il s'asseyait sur le porche. Beau nettoyait son fusil pendant que Léna cousait des robes avec des restes de tissu. Rosita dessinait sur des bouts de papier des images de trois se tenant la main, souriant sous un grand soleil jaune. Elle épinglait chaque dessin sur le mur à côté du foyer. Une nuit, alors que le feu crépitait doucement, Léna murmura dans un anglais hésitant « Nous sommes une famille ?» Beau la regarda. Il hocha la tête. « Oui, nous le sommes. » Ils trouvèrent un rythme. Beau apprit à Rosita à sceller un poney. Léna se mit à parler davantage, mélangeant l'espagnol et l'anglais jusqu'à ce que les mots s'ancrent. Un dimanche, elle prépara un posole de mémoire et sourit quand Beau en redemanda. À l'église, Léna s'asseyait à côté de Beau, son poignet marqué n'étant plus caché par des manches. Personne n'osait plus chuchoter, pas après ce que Beau avait fait pour la protéger, pas après le mariage au milieu des fleurs sauvages. Rosita s'asseyait fièrement entre eux, coloriant tranquillement pendant le sermon. Un après-midi, Léna ouvrit une malle poussiéreuse dans le grenier et trouva une vieille robe, celle de la fille de Beau, jaune et douce. Elle la pressa contre sa poitrine et pleura. Ce soir-là, elle la donna à Rosita, qui tournoyait dans la lumière déclinante. Beau les regardait depuis le porche, les mains jointes, les yeux brillants. Ça va? Demanda doucement Léna en s'approchant. Il hocha la tête. Je crois que pour la première fois depuis longtemps, oui. La nuit, Rosita se glissait dans leur lit, se nichant entre eux et murmurant « Je t'aime, maman, je t'aime, papa. » Et à chaque fois, les yeux de Léna s'embuaient. Pas de douleur, de ce genre de joie qui fait mal quand on a vécu trop longtemps sans elle. Cet automne-là, ils construisirent une nouvelle clôture, peignirent la grange, réparèrent une balançoire cassée. Beau sculpta une plaque de bois pour le porche. La Casa de Esperanza, la maison de l'espoir. Léna l'embrassa quand il la cloua. Un matin vif, alors que le premier givre embrassait les champs, Léna se tint au bord de la terre et murmura au vent en espagnol. Une prière de gratitude, un adieu à la peur, et un accueil à tout ce qui viendrait ensuite. Beau arriva derrière elle, l'enlaça par la taille et posa son menton sur son épaule. « Tu as encore peur ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Plus maintenant. » À l'intérieur de la maison, sur le mur au-dessus du foyer, était accroché le dernier dessin de Rosita. Une famille de trois avec des cœurs dessinés sur leur poitrine. En dessous, Léna avait écrit d'une écriture soignée. Chez nous. J'ai été piétiné, marqué au fer, vendu comme du bétail, oublié comme la poussière. Mais il a vu au-delà. La petite fille qui l'a supplié de me sauver. Elle m'a donné la vie. Et l'homme qui est resté silencieux quand les autres criaient yen, il m'a donné un avenir. Maintenant, je le vois aussi. Je ne suis la propriété de personne. Je ne suis pas brisé.
Je suis aimé. Je suis chez moi. Si cette histoire vous a serré le cœur avant de l'apaiser, si vous avez ressenti la force tranquille de Beau Ryland, l'amour farouche de la petite Rosita et la renaissance silencieuse de Lena, alors vous êtes exactement la raison pour laquelle nous racontons ces histoires. Chez Histoire d'amour du Far West, nous croyons aux romances forgées dans le feu, aux familles bâties non par le sang, mais par le choix. Dans les recoins poussiéreux de la frontière américaine, l'amour trouve toujours son chemin. Abonnez-vous dès maintenant pour ne jamais manquer un récit de rédemption, de résilience et de cet amour qui traverse les tempêtes et reste. Parce que le véritable amour n'arrive pas toujours avec des fleurs. Il vient avec du courage, de la grâce et quelqu'un prêt à se tenir à vos côtés. Abonnez-vous à Histoire d'amour du Far West, là où la poussière retombe, mais pas les cœurs.